Bonjour, si aujourd'hui on vous donnait le choix, l'occasion de détruire votre enfance, le feriez-vous? Bah ça tombe bien parce que c'est pas vous qui avez le choix en fait. Eh non, c'est pas vous qui décidez, c'est lui, Rhys Frake Waterfield, réalisateur britannique qui va nous amener ceci. Combi rouge et pelage jaune, c'est bel et bien Winnie l'ourson qui dans Winnie the Pooh Blood and Honey, sorti en ce début d'année 2023, vient de déchiqueter cette jeune femme. Voilà, c'est un film qui existe bel et bien, c'est un film d'horreur sur Winnie l'ourson qui nous raconte ce qu'il se serait passé si Christopher Robin avait délaissé les animaux de la forêt des rêves bleus et comment est-ce qu'ils auraient réagi à cet abandon. Parce que suite à cet abandon, ils vont être affamés, ils ont été forcés de manger bourriquet d'ailleurs pour survivre et depuis ils sont devenus des animaux giga sauvages et avides de violence. Ils ont perdu toute l'humanité et la douceur qu'ils pouvaient avoir. Avec un jeu d'acteurs pas fou, un scénario creux et une réalisation pas ouf, le film est quand même là et personne n'est déçu car la promesse a été tenue. On nous a dit qu'on allait voir Winnie l'ourson ouvrir des crânes et c'est le cas, on voit Winnie l'ourson ouvrir des crânes. Mais alors du coup la question se pose, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait qu'il y ait un film d'horreur sur Winnie l'ourson? Comment ça se fait que ce projet est réel? Et comment ça se fait qu'au final ce soit intéressant. Pour essayer de comprendre comment un tel ovni du cinéma a pu arriver, on va remonter aux origines même de Winnie l'ourson. Alan Alexander Milne est un jeune écrivain britannique quand, en 1924, il mettra en scène dans une histoire du Punch Magazine, un vieux magazine anglais, un ours en peluche appartenant à un certain Christopher Robin. C'est Edward. Voilà, il s'appelle Edward dans les premières publications. Non, le vrai Winnie l'ourson, il apparaîtra en 1925. Et cette fois-ci, il a le nom, c'est Winnie l'ourson. Il apparaîtra pour une petite histoire de Noël dans le journal londonien The Evening News. Et plus tard, en 1926, Milne sortira son premier recueil d'histoires sur Winnie l'ourson. On y retrouve donc l'essence même du personnage, un air candide, innocent et naïf. Tout ce qu'il faut pour devenir une icône de la production pour enfants. Mais il n'est pas seul, il a également ses amis, comme Porcinet, le hibou, Bourriquet ou encore Lapin. Bien sûr. Donc à la base, ils ne sont pas des créations originales de Disney, mais des personnages de la littérature britannique, et c'est quelque chose qui va avoir son importance pour la suite des choses. Effectivement, l'entreprise aux grandes oreilles entrera en jeu que bien plus tard, en 1961, lorsqu'elle obtiendra les droits pour en faire un film et sortira son premier court-métrage en 1966, et en 1977 sortira le premier long-métrage sous forme de compilation de courts-métrages. À partir de là, la franchise est lancée et 6 films sur l'ourson sortiront, ainsi que des séries en tout genre, devenant l'un des plus gros succès de Disney. Alors comment Winnie en est arrivé à se transformer en film d'horreur maintenant qu'on a toutes ces informations? Parce que de toute évidence on sait que ça va pas être Disney qui va donner les droits d'adaptation pour un tel projet, alors du coup, c'est là que ça devient intéressant. Winnie the Pooh Blood and Honey n'est pas tiré du Winnie de Disney, mais de celui du premier livre cité plus tôt, en 1926, dont les droits d'auteur ne protègent plus l'œuvre depuis janvier 2022, en raison de son entrée dans le domaine public, car il s'agit d'une œuvre créée avant 1978, et les œuvres créées avant 1978 sont protégées pendant seulement 95 ans aux États-Unis et dans quelques autres pays. C'est-à-dire qu'après ça, c'est domaine public, tout le monde peut en faire ce qu'il veut, enfin en tout cas, tout le monde peut se réapproprier l'univers là sans avoir à payer de droits d'auteur. Mais attention parce qu'ici on le précise, mais c'est les personnages du premier livre qui sont libres, donc pas ceux de Disney, et pas les personnages qui viendront plus tard dans les autres livres, comme par exemple Tigrou. Disney n'a pas tenu à faire de commentaires, et ça se comprend, c'est un de leurs personnages fétiches pour enfants, donc ils n'ont pas forcément envie que des gens associent Disney à un film d'horreur comme ça, surtout sachant que Blood and Honey ne va pas du tout être un cas unique, parce que des œuvres emblématiques de l'enfance qui tombent dans le domaine public, il va y en avoir de plus en plus dans les prochaines décennies. Par exemple, Mickey, en 2024, il va tomber dans le domaine public. Alors, relax, je recontextualise, mais il s'agit de la première version de Mickey dans ce qu'on considère être son premier film, Steamboat Willie, où on le voit siffler, là, comme ça, et puis tourner la barre du bateau, bon, vous avez l'image. Et donc, avec son entrée dans le domaine public, on n'est pas du tout à l'abri que quelqu'un ne fasse pas aussi un film d'horreur avec Mickey comme tueur de slasher. Et ça, par contre, ça pourrait créer un assez gros bordel parce qu'on sait que Disney, ils aiment pas trop quand on prend leur image et qu'on la détourne. Surtout quand on sait à quel point ils sont à cheval sur les copyrights. Le New York Times nous rappelle d'ailleurs que Disney a déjà obligé une crèche de Floride à retirer une peinture de Mickey qui n'était pas autorisée. Ou encore qu'en 2006, et cette histoire je m'en souviens parce qu'elle avait fait parler, mais ils avaient empêché leur Winnie l'ourson d'apparaître sur la pierre tombale
d'un enfant qui en était fan de son vivant. Donc cette pratique de reprendre un personnage de notre enfance pour en faire un tueur, ou du moins pour le mettre dans un film d'horreur, est pas prête de s'arrêter, car je ne dirais pas qu'elle ne fait que commencer, mais en tout cas ça va être que croissant. Et il y a d'ailleurs de nombreuses raisons pour lesquelles ça ne va faire qu'empirer avec le temps. Déjà, l'absurdité de la situation crée une publicité au film qui est inégalable. Qui n'a pas été piqué de curiosité quand il a appris qu'un film d'horreur sur Winnie l'ourson était en production? Forcément, ça parle à tout le monde, ça intrigue tout le monde, et ça a largement marché. Le film a eu un budget d'environ 100 000 $ et il en a rapporté 4,2 millions. Et pour un film indépendant qui n'a pas été giga bien distribué, c'est énorme parce qu'il a été rentable, mais de fou furieux. Et autre point qui peut expliquer la potentielle future vague de ce genre de film, c'est tout simplement l'efficacité de l'horreur. Enfin, en tout cas, de ce genre d'horreur. Parce que l'utilisation de l'horreur avec un personnage de notre enfance, c'est quelque chose d'efficace. Et ce, rien qu'au concept. Si les films d'horreur jouent autant sur ça, c'est parce que sur le papier, il y a moyen de susciter la peur en troublant le spectateur et en le mettant en face d'une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et s'en prendre à l'enfance, c'est s'en prendre à une période qui est souvent vue comme l'inverse de cette atmosphère. C'est l'innocence et la pureté en quelque sorte. Et c'est aussi une période où on se construit et où on va avoir tendance à trouver de la sécurité et du confort dans plusieurs choses, comme par exemple des jouets, des poupées, ou encore à s'attachant à des personnages de programmes destinés à la jeunesse. Symboliquement, ça représente quelque chose. Et c'est sur ça que veut jouer un film comme Blood and Honey, instaurer une sensation de malaise qui découle d'une peur irrationnelle face à des objets ou des contextes familiers et intimes qui prennent d'un coup une dimension étrange. Prenons cette idée, notre croyance générale à tous, c'est que les jouets c'est mignon, c'est cool et surtout c'est quelque chose d'inanimé, donc ça ne peut pas faire de mal ni commettre quelle action que ce soit vu qu'il s'agit d'un objet sans conscience. En mettant en scène des personnages comme Chucky, on vient balayer cette idée, donc ça fonctionne. Et comme pour les jouets, ça marche avec des Winnie l'ourson ou des Mickey Mouse. Dans nos croyances, ce sont des personnages de dessins animés de jeunesse, purs, enfantins, sans défense et rigolos, qui un jour finissent par être totalement dénaturés et horribles. Ça vient bousculer quelque chose qu'on nous a appris et qui pour nous, dans notre enfance, comptait. Évidemment, cette analyse-là contextualise un peu mieux pourquoi tant de films d'horreur jouent sur de la nostalgie de l'enfance et pourquoi on peut retrouver des projets comme tout simplement Winnie version horreur. Mais on va pas se mentir, même si c'est peut-être une intention de jouer sur ça pour ce que je viens de dire, je ne pense pas que les raisons de la conception de ce film soient là non plus pour appuyer tout ça, quoi. À mon avis, c'est plus là pour surfer sur une vague de buzz, parce qu'on le rappelle, mais c'est pas non plus le film de l'année, et c'est quand même très très nanardesque. Donc, c'est pertinent et forcément voué au succès à une certaine échelle, et c'est pour ça que ce phénomène, on va encore en entendre parler jusqu'à un essoufflement du concept. Par exemple, Winnie the Pooh Blood and Honey 2 a été annoncé, et avec Bambi, qui lui aussi vient de tomber dans le domaine public, car le matériel source date de 1923, va se retrouver en version horreur pour un projet qui va s'appeler Bambi The Reckoning. Et également dans les tuyaux, il y a un projet sur le même réalisateur, et toujours décidément il n'en a pas marre, sur Peter Pan. Et ce procédé, même s'il pète plus maintenant parce que beaucoup d'œuvres de la génération actuelle tombent dans le domaine public et permet de telles choses, ce n'est pas nouveau. En 1984, cette idée avait déjà été faite avec le Père Noël, donc bon, difficile de faire plus global et enfantin que ça, parce que voilà, c'est quand même le Père Noël, ça touche tout le monde. Et ça avait été fait avec Silent Night, Deadly Night, et je pense que c'est un peu le précurseur là de cette mode. Ça avait fait des polémiques pas possibles, vraiment ça avait foutu un giga bordel. À l'époque, quand c'était sorti, il y avait beaucoup de grosses têtes de l'industrie hollywoodienne qui se sont opposées à un tel projet, et il y a eu énormément de plaintes de plusieurs associations de mamans inquiètes, etc. Enfin bref, voilà, ça c'est la censure américaine comme on l'aime bien et comme on la connaît bien dans les années 80-90. Mais du coup, plus tard aussi, en 96, on aura Pinocchio's Revenge, un slasher où le tueur n'est nul autre que la marionnette. Ou encore aussi plus tard, Snow White A Tale of Horror, qui revisite le conte de Blanche-Neige, mais version horreur. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais en revanche, je l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup dans le futur. Donc préparez-vous à voir des personnages préférés de votre enfance défourailler des bonnes grosses mères à coups de hache ou de n'importe quel autre outil pouvant démembrer facilement une victime. Et vous, du coup, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, j'avais envie de réagir un peu à cette actu-là, sur ce Winnie l'ourson qui vient de sortir, parce que j'ai trouvé ça quand même assez
incroyable. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère sincèrement que ce comic vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, ça aide énormément, donc je vous en prie, faites-le si vous pouvez. N'hésitez pas à aller sur Twitter pour follow toute l'actualité @chromicmarvel, pareil pour Insta @chromicmarvel. Et sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Ciao.